Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est de nouveau Maxime, toujours avec la Dream Team. Salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Salut Kylian. Bonsoir tout le monde en ce dimanche tardif. Et salut Mister Bob, Franck le vieux Boroussen. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Pleine forme, la digite. Voilà, tout le monde est dans sa grande forme et en pleine forme. Juste, est-ce que les personnes qui sont sur Twitter peuvent me confirmer qu'on nous voit? Parce qu'on m'a envoyé un message comme quoi ça buguait. Donc, si on peut juste me confirmer, comme ça c'est certain. Écoutez, alors, au niveau du petit programme, ce soir, on parlera du coup du débrief de la rencontre contre le Bayer Leverkusen. On fera une petite aparté à la fin sur le prochain match qui nous attend, qui a de nouveau le Bayer Leverkusen, donc mis en DFB Pokal. Et ensuite, on fera un petit point mercato au niveau surtout départ et les quelques petites arrivées possibles. Et ensuite, on finira avec la chronique de Franck qui nous fera deviner un joueur du Borussia Dortmund. Donc du coup, on me confirme sur Twitter, on nous entend bien. Et ben écoute Val, c'est toi qui as des problèmes de ton côté parce que tout le monde nous entend. Écoutez les gars, on est parti. Donc au niveau, on va commencer directement avec la compo qui a été faite par Nico Kovac. Donc je vous la donne. Au niveau du gardien, toujours Gregor Kobel. En défense, Schlotti, Anton, Anselmino. Niveau à gauche, Svensson. À droite, Ryerson. Au milieu, Nmecha, Sabitzer. En la pointe, Brandt à gauche. À droite, Adeyemi. La légende internationale universelle de l'univers et de toute la galaxie, Serhou Guirassy, bien sûr. Voilà, comme ça, le petit pic est passé, c'est fait. Il nous a fait une petite surprise quand même, c'est ce petit Nico Kovac. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Franck? Bah, il n'est pas la compo, donc il n'a pas pensé que c'était bon. Déjà, Anselmino, je ne pensais pas qu'il serait titulaire. Après, j'avais pas mis Brandt non plus. Bon, après, ça me dérange moins. Je pensais qu'il ferait une rotation un peu, vu qu'il y a le match de mardi. Et je pense que Kovac est encore dans la mouvance Halloween, donc il nous a remis Casper, Sabitzer, le fantôme. Ouais, sur les trois, j'étais un peu étonné. Le reste, non. Après, bon, Brandt, ça me dérange le moins. Anselmino non plus, parce qu'il fait des bonnes prestations. Chaque fois qu'il a joué, il a été très, très, très bon. Par contre, Sabitzer, là, ça me dérange, quoi, parce que je pense que même si on fait tourner, je pense on peut mettre encore quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, après, tu me diras, sinon c'est gros, alors bon, oui. Mais bon. C'est peut-être pas mieux. Ouais, c'est peut-être pas mieux, quoi. Mais peut-être on peut essayer autre chose aussi. Mais bon, bref, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Enfin, sur un match à Leverkusen, moi j'aurais mis, voilà, bon, il a mis Sabitzer, qui a pour moi été d'une transparence terrible, surtout en première mi-temps, quoi. Je veux dire, quoi. C'était affreux. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, Brandt avait retrouvé le terrain parce que Bayer est toujours blessé. Et c'est vrai que la grosse surprise, c'était quand même Anselmino. Vincent, toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Composition basique, hein, presque, j'ai envie de te dire. Ouais, juste content d'avoir vu encore une fois débuter Anselmino. Et j'aurais imaginé qu'il allait mettre Silva en tant que titulaire. Et lui, comme l'a dit Franck, encore une fois, Sabitzer fantomatique. Je me demande pourquoi il continue de s'acharner avec cette compo en tant que titulaire Sabitzer. Mais bon, voilà, on a fait avec et on en reparlera après avec la victoire. C'est clair, c'est clair. Et Kylian, pour clôturer, du coup, sur la compo? Alors, la titularisation d'Anselmino, elle me fait poser la question sur l'état de la hiérarchie des défenseurs centraux. Parce que, à moins que Can et Ben Sebaini soient encore gênés musculairement, je vois pas pourquoi il passe devant eux, quand bien même il a jamais été mauvais.
Mais dans ce qu'apportent Ben Sebaini et Can à l'équipe, pour moi, ça reste quand même au-dessus. Même si, voilà, moi, je l'ai déjà dit, Anselmino, il n'a jamais déçu. Et toujours pas, avec le match d'hier. Donc, petite question quand même sur où se situe en fait Anselmino dans cette chaîne de 6 finalement. Brandt devant, effectivement, moi j'aurais préféré voir Chukwuemeka, mais Brandt, depuis le retour de la trêve internationale, n'est pas mauvais, honnêtement. Oui, Il enchaîne les performances correctes. Difficile de dire qu'il a retrouvé sa forme, mais il n'est pas mauvais, en tout cas. Et Sabitzer, tu mets juste le doigt sur quelque chose de crucial, c'est que au milieu de terrain, c'est la traversée du désert. Parce que si c'est pas lui, c'est Gross. Si c'est pas Gross, c'est Euskan. Il reste Bellingham qui a malheureusement pas suffisamment la confiance de Kovac. Moi, je préférais que voir Bellingham enchaîner les matchs. La dernière alternative qu'on n'a pas trop envisagée, c'est de replacer Svensson à son poste de formation, à savoir milieu relayeur, et mettre par exemple Ryerson Couteau sur les côtés. Je ne pense pas que Kovac tentera ça, parce que Svensson, c'est un peu son homme de base sur la gauche. Mais Svensson, milieu de terrain, pour moi, il y a quelque chose en tout cas. Ouais, c'est clair. Au niveau de la hiérarchie, du coup, niveau défensif, c'est vrai que ça laisse un peu un gros point d'interrogation. Alors, Can, je pense que c'est toi, Franck, qui l'avais dit lors de la dernière émission, il n'était pas encore à 100%, et peut-être il y a des petits pépins qui se sont réveillés, le fait d'avoir joué quand même quelques matchs. Ben Sebaini, c'est vrai que ça reste le point d'interrogation, parce que moi, j'ai hésité à le mettre dans notre petit jeu de compo. Je pensais qu'il allait faire son retour. Et c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a Kevin qui nous écoute et dit que Ben Sebaini, j'ai peur qu'il se préserve pour la CAN. Ouais. Est-ce que ça se pourrait que ça soit justifié? Après, je pense pas que c'est le profil du joueur à dire je vais pas jouer avec mon club, je me préserve pour la CAN derrière. C'est pas lui qui décide s'il joue ou il joue pas. Quoi. De toute façon, déjà, si maintenant Kovac le met, il est obligé de jouer. Quoi. Je veux dire, Si, il y a un joueur qui décide quand il rentre et quand il sort, Franck. Ouais. Bon, après, peut-être que Kovac s'habitue à jouer sans lui. Déjà, ça c'est un très bon point. Et surtout, on sait, ça s'est déjà vu, les confédérations nationales qui approchent les clubs pour dire attention, voilà, on a une grosse échéance qui arrive, merci de préserver Ben Sebaini, on en a besoin, ça s'est déjà vu, c'est pas nouveau. Mais la grosse richesse qu'on a, c'est que même s'il n'y a pas de Can et même s'il n'y a pas Ben Sebaini, on perd pas fondamentalement en certitude derrière, et ça c'est un luxe qu'on a et qu'on n'a pas toujours eu, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, puis en plus, Anselmino, comme tu l'as dit, fait des belles prestations au niveau quand il est sur le terrain. Écoutez, on va enchaîner directement avec le match. Donc, du coup, bon, si vous suivez tous le Borussia Dortmund, vous connaissez le résultat. Donc, du coup, Dortmund s'est imposé 2-1 sur le terrain de Leverkusen avec un but de Anselmino, justement, Adeyemi, et une réduction du score de Leverkusen avec Kofan dans les derniers instants de la rencontre. Pareil, comme d'hab, on se divise le match en deux, première, seconde période. Au niveau des équipes, c'est vrai que les deux équipes avaient le même système de jeu. On jouait en 3-4-2-1. Donc un engagement quand même des deux équipes, et on va dire que plutôt une confrontation très tactique entre les deux. On voyait qu'il y avait quand même les deux équipes avaient un peu peur de se jouer l'un contre l'autre, et on savait en plus en fonction du résultat à la fin ce que ça allait donner. Écoute Vincent, je commence avec toi parce que je pense qu'on a Franck qui bug. Écoute, pour cette première période, ça va être plutôt bref parce que bon, il s'est pas passé grand-chose à part notre but et puis bon, la première occasion dans mes souvenirs du Bayer Leverkusen qui normalement, j'aime pas dire ça, mais normalement doit être devant. Mais moi, mon ressenti, c'est que ça faisait un moment que ça s'était pas arrivé, mais j'ai été plutôt rassuré. Et c'est peut-être une des rares fois où j'ai pas eu peur bon, l'équipe me faisait peur, mais le déroulement de cette première période, j'ai pas vraiment eu peur pour mon Borussia Dortmund. D'accord, ok. Donc oui, c'est vrai que c'était une période quand même
assez calme, hein. Il n'y a pas eu 50 000 occasions de but. Donc Dortmund a commencé avec quand même assez agressif dans le jeu. Une belle circulation aussi rapide du ballon. Mais après, plus on avançait, plus ça revenait un peu dans nos travers. Franck, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la première période? Très tactique des deux côtés, quoi, hein. Je veux dire, personne ne s'est livré, hein. C'était une guerre de position un peu. Après, j'ai trouvé l'entame de certains joueurs, notamment en défense, hein. Schlotti a commencé le match très fébrilement, déjà par une relance cacahuète qui est partie en plein milieu dans les airs. Après, par un carton jaune, je ne sais pas pourquoi il va houspiller l'arbitre parce que c'est jaune 6000 fois, hein. Et je l'ai trouvé très fébrile, mais il s'est très vite repris et son jeu long a à nouveau porté ses fruits parce qu'il y a pas mal de passes qui sont arrivées, je veux dire, devant, mais on saute de nouveau le milieu. Moi, j'ai trouvé Anton très bon. Ouais. Vraiment un gros patron de la défense. Anselmino, quelques problèmes de placement en première mi-temps, mais par son but qui, pour moi, aurait dû être refusé. Mais bon, ça, personne n'en a parlé parce qu'il tient le maillot de Badé depuis le départ de l'action, hein, et il lui monte dessus. Alors, vu qu'il y a un gros attroupement, ça se voit très, très mal. Mais si vous regardez le ralenti, il lui tient vraiment bien le maillot. Il l'empêche de sauter. Et il y a une faute qui est assez conséquente. Bon, ça n'a pas fait débat, en tout cas, hein, je veux dire. Milieu de terrain, Nmencha par là, moment par là, il était, oui, et a joué ses bonnes passes, surtout en deuxième mi-temps, mais on va plutôt de la première. Sabitzer, inexistant en première, mais inexistant. Et bon, bah, Ademi, bien. Guirassy, j'ai même pas envie d'en parler parce que non, de parler d'un mec qui se croit au-dessus de tout, je veux dire, quand je vois sa sortie, c'est lamentable. Donc, je ne vais même pas en parler de ce joueur, je ne vais rien dire du tout. Brandt, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, comme dit Kylian, depuis la reprise internationale. Je trouve qu'il fait des bons matchs, rien de transcendant non plus, parce que bon, il aurait pu nous mettre à l'abri en deuxième mi-temps, hein. Il loupe son face-à-face. Et après, bon, bah, Svensson, Ryerson, oui. Mais comme dit, la première mi-temps, c'était vraiment très, très tactique. La deuxième aussi, hein, tout le monde s'est jaugé un peu, quoi. Mais je vous ai trouvé défensivement, enfin, surtout Anton, bon, quoi. Comme dit, le début un peu fébrile de notre ami Lotti, quoi. Mais bon, qui s'est très vite repris, hein, après la 20e, quoi. Donc vraiment, c'était une guerre tactique et de position, quoi, je veux dire, quoi. Ouais. Mais après, Leverkusen m'a un peu déçu quand même, hein, dans le. Bon, il y a tellement de changements dans cette équipe. Et je suis pas. Et des blessés aussi, hein. Ouais, beaucoup de blessés aussi, je veux dire, quoi. Et bon, et là, ouais, voilà. Ok, bah écoute, ouais. C'est vrai que la faute de Schlotti, c'est marrant quand il voit qu'il râle carrément sur l'arbitre, mais à aucun moment il touche le ballon, quoi. Il touche que le joueur, quoi. Le ballon est déjà parti depuis 3 secondes. C'est ça. C'est à un moment ouais, je sais pas, les fils se sont pas touchés à ce moment-là, et puis ça a donné ça. Kylian, du coup, pour clôturer toi sur la première période, et puis en plus, quand même, on va le rappeler, ce beau coup franc quand même de Svensson pour la tête de Anselmino pour son premier but sous le maillot du Borussia Dortmund. On se demandait un peu où était le plafond du Bayer Leverkusen, parce que dès qu'il fallait affronter un gros, il y avait du mal à se surpasser, et Dortmund faisait face exactement aux mêmes problématiques, donc opposition extrêmement intéressante. Dans 2-3-4-3, et donc la logique veut dans un 3-4-3 que tu sois constamment sur une individuelle sur tout le rectangle vert. La tactique de Hjulmand, elle était sommaire, mais efficace, parce que tu mettais Poku très fort sur Anselmino, Schick très fort sur Anton et Tillman très fort sur Schlotterbeck. Et de cette façon-là, aussi simplement que ça, tu supprimes les 3 orientateurs du jeu de l'équipe. Et pour moi, ça explique notamment pourquoi Schlotterbeck ne fait pas un bon match. Anton, je l'ai trouvé bon, mais je l'ai trouvé bon surtout dans son leadership et dans ses capacités défensives, beaucoup moins à la distribution.
Et Anselmino, pour moi, a été le plus complet, on va dire, des trois. Pour moi, c'est celui qui... son but, en fait, c'est la récompense de la concentration et du sérieux qu'il fait dans son match, même si pour moi, il peut peut-être s'améliorer sur son jeu, notamment au sol, dans les duels au sol. Il est trop facilement pris, peut-être un peu trop tendre, un peu trop naïf, mais sincèrement très prometteur. Et en fait, le fait comme ça de presser très haut sur nos trois axiaux, tu libères tes milieux de terrain. Et pour moi, ce qui fait qu'on a dominé le match, c'est parce que Mecha a écrasé Alex Garcia, qui n'a pas existé du tout. Il a même pris un jaune, Alex Garcia. Sabitzer, effectivement, ça a été plus compliqué, mais il était au marquage de Maza, qui a fait un super match. C'est pour moi le meilleur joueur de Leverkusen, Maza. Entre autres parce que voilà, dans les duels Sabitzer, on sait que c'est assez faible, mais globalement, au milieu de terrain, Mecha, il a été roi. Et donc, ça a plus joué court que d'habitude, mais il faut souligner, et surtout sur la première période, c'est un méga Svensson, parce que face à Hoffmann, et surtout face à Andrich, je crois qu'il ne perd pas un duel. Il a été sur le premier tiers du terrain, dans le sens de la largeur. On n'a vu que lui. Adeyemi a été bon, Brandt, ça a été un petit peu plus par séquence. Guirassy, je ne l'ai pas trouvé, moi, si mauvais que ça, honnêtement. Mais en fait, le coup franc de Svensson et le but d'Anselmino, pour moi, c'est deux récompenses des deux meilleurs joueurs de la première période. Ok, voilà. Bah, oui, c'est clair que c'est la récompense de. Puis aussi pour Anselmino, une récompense de ses prestations depuis qu'il porte le maillot jaune et noir. On a Mathéo qui nous écoute, qui fait un petit bonsoir, qui demande si on peut recommencer l'émission, ce qui vient d'arriver que maintenant. Bah écoute, non, parce qu'on a déjà eu des problèmes au début, donc donc voilà. Bah écoute, Mathéo, ça fait plaisir de te voir. Voilà. Voilà. On quand même que Leverkusen doit quand même ouvrir le score, hein, parce que l'occasion de Poku, je veux dire, quand il emmène, je veux dire, Anselmino et qui s'ouvre, je ne sais pas pourquoi il va la mettre en open under, là, façon rugby, alors qu'il a fait le plus dur, il n'a plus qu'à finaliser, quoi. Bon, bah, écoute, c'est notamment sur ce genre de séquence que Anselmino doit s'améliorer parce qu'il se fait moucher trop facilement. Autant dans les airs, il a été aussi bon que les autres, même meilleur parce qu'il met un but finalement. Oui. Mais au sol, Poku, c'est un bon joueur aussi, un peu sous-coté, moi je trouve. Il a une marge de progression vraiment dans les duels au sol. Ouais, c'est carrément. Et après aussi, j'ai l'impression qu'il s'est calmé un peu sur les tacles ou lors des premiers matchs, qu'il y allait quand même assez comme il fallait. Et là, il a vraiment été sur un jeu plus propre et sur le bonhomme. Donc, en tout cas, une belle amélioration et on verra un peu ce que ça donnera dans la suite. Écoutez, on va enchaîner directement avec la seconde période. Donc, il y a quand même des petites choses à dire. Donc, il y aura aussi à la 60e un changement qui a fait beaucoup parler et qui a fait couler de l'encre durant toute la journée. Vincent, tiens, je commence avec toi. La seconde période, du coup, tu en as pensé de quoi la prestation? Écoute, moi j'ai l'impression d'avoir vu une deuxième période autant convaincante que la première, en tout cas pour ma part. Une super belle passe D de Fabio Silva pour Adeyemi, hein, qui nous offre définitivement la victoire, hein. Malgré le but qu'on prend en deuxième période, il fait pas tâche plus que ça, parce que c'est vrai que les Leverkusen, ils ont quand même poussé, et j'ai même cru à un moment donné qu'ils allaient claquer le deuxième, mais heureusement pour nous, ça s'est pas produit. Et puis bon, la petite scène qui fait effectivement tâche, c'est la sortie de Guirassy pour Fabio Silva. Moi, je n'ai pas forcément envie de parler de Guirassy non plus. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup, mais de par son comportement, s'il se sent plus désiré dans le club ou s'il a plus envie, il faut la porte, elle est par là. Voilà. Ouais, c'est clair. De toute façon, on est un peu parti dessus. C'est vrai que le comportement à la 60e, quand Guirassy sort pour ni saluer Niko Kovac, ni l'ensemble de ses coéquipiers sur le banc,
est quand même très discutable et tout. Alors, on peut avoir un ego, on peut avoir une manière de faire, mais il faut penser aussi à l'équipe. Je veux dire, on a la chance aussi, et Kovac a la chance surtout d'avoir un banc quand même assez bien fourni et Ouais. où il peut faire tourner et faire entrer des joueurs intéressants. Voilà, pour moi, Guirassy a été mauvais durant le match et c'était logique de le faire sortir, sachant qu'il y a un Fabio Silva qui ronge son frein. Et Après, ce qui est juste dommage par rapport à ça, excuse-moi, ce qui est juste dommage par rapport à ça, c'est que j'ai aussi la forte impression qu'on a un groupe qui est très lié avec une grosse cohésion. Ça fait plaisir à voir, mais cette sortie-là, elle fait vraiment tâche et ça fait mal au cœur. voilà. Après, bon, il y a quand même une petite note positive à la fin, c'est qu'on voit en vidéo Niko Kovac et Ouais. Guirassy parler et s'enlacer dans les bras. Donc, je pense que c'était vraiment une grosse frustration de sa part sur la manière qu'il a fait, mais tu sais que tu es filmé, tu sais que tu es professionnel, donc Voilà. faut pas faire ça. Franck, toi, du coup, la seconde période, et puis peut-être à parler aussi un peu du but qu'on s'est pris à la 85e où Schlotti, je ne sais pas trop ce qu'il fait aussi à ce moment-là. Il se fait sacrément devancer. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Franck? Bah, comme dit Schlotti, il n'a pas fait pas un mauvais match, mais pas un bon match, quoi, hein. Et il se fait devancer comme un écolier, comme un scout, hein, je veux dire, alors que bon, dans la lecture, il doit y être avant, quoi, je veux dire. Mais bon, bref, après, ça ne nous a pas été préjudiciable, heureusement, parce que quand je voyais le 2-1, je me dis, oh là là, vu qu'on est dans la spirale de 4 matchs où on se fait rejoindre, pourquoi pas un cinquième, hein. Non, sinon sur la deuxième, elle est un peu semblable à la première, hein. C'est très tactique, c'est très euh, voilà, c'est après Dortmund a maîtrisé quoi, hein, et on met le 2-0 sur ouais, un très beau centre de Silva, hein, je veux dire, et une belle tête d'Adeyemi qui coupe la trajectoire, hein. C'était joli. On loupe le 3-0 hein, sur une super passe laser de notre ami Nmencha, hein, qui Ouais. très belle passe. C'est Brandt, qui est normalement ce genre de face-à-face, est toujours assez bon. Bah, là, non. Il cherche la complication. Et bon, bah, bref, on se fait peur parce qu'à 3-0, on aurait été un peu plus serein pour finir ce match. Bon, de l'autre joueur là, que je n'ai pas envie de nommer parce que, comme je dis toujours, hein, que je suis un ancien et pour moi, le club restera de toute façon toujours plus grand que tous ces nains de jardin qui jouent pour nous par moment, hein. Et donc, j'ai même pas envie de parler de sa sortie. Je veux dire, c'est un sport collectif. Donc, après, j'ai jamais été hypé par sa venue, hein. Je savais très bien qu'il était venu pour encore relancer le tremplin. Le tremplin Stuttgart n'était pas assez puissant pour lui. Donc, le tremplin Dortmund est meilleur. Pour essayer d'aller chercher un gros salaire, il y arrivera sûrement en fin de l'année. Au bout, je lui souhaite, si c'est ça la finalité, tant mieux pour lui. Nous, les attaquants, on en a toujours eu des bons. Il y en a un autre qui passera derrière lui hein, et qui le fera oublier de toute façon. Alors bon, bref. Quoi. Mais bon, bah, sinon, je trouvais que c'était bien maîtrisé. Quoi, et après, maîtriser, j'aime pas toujours ce football minimaliste, hein, je veux dire, et, qui est un peu risqué parce que, vous voyez, 2-0, on est à 2-1. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une boulette ou d'un truc vraiment qu'on ne peut pas maîtriser et on se retrouve à 2-2 et après, ça peut encore basculer, on ne sait jamais. Donc, Surtout, on l'a vu lors des derniers matchs. Hein, c'est ça. Je suis pas fan. Après, c'est la touch Kovac. On aime ou on n'aime pas. Bon, bah, après, je veux dire, les résultats parlent pour lui quand même depuis qu'il est là. Hein, je veux dire, alors donc, mais bon, c'est pas toujours très très flamboyant. Bon, malgré que sur ce match-là, je veux dire, c'était quand même pas mal. Quoi, hein, je veux dire, c'est pas encore hein, ce que j'aime, mais bon, je veux dire, on fait la bonne opération du week-end. Hein. Leipzig fait match nul. Il y a juste dans les 6 premiers Hoffenheim qui gagne. Bon, le Bayern, parce que bon, le Bayern, de toute façon, pour moi, ils sont au-dessus. Des années-lumière. Voilà. Stuttgart perd. Hein. Francfort fait match nul. Donc, on fait peut-être la bonne opération. Hein. Au moins, on n'en fait pas une mauvaise, déjà. C'est bien. Surtout qu'on va jouer Hoffenheim le prochain match à domicile en Bundesliga. Ce sera le moment de creuser l'écart un peu sur eux, j'espère. Ouais. Attention à eux, parce que c'est l'équipe surprise.
ils nous ont déjà joué des sales tours à domicile, mais on en parlera plus tard. Voilà mon petit débat pour la deuxième. Ouais, non, c'est clair. Il y a Jean qui dit sur Facebook aussi, Ben Sebaini nous a aussi beaucoup aidé à la fin avec son entrée. C'est vrai qu'il a été très très utile sur les corners. Et très intelligent. Ouais, deux situations qui étaient un peu chaudes, il les écarte, quoi, je veux dire. Ouais, tout à fait. Là, il a bétonné. On s'est retrouvé avec combien de défenseurs centrales? Il manquait encore Cham, on avait tous nos défenseurs centrales. Bon, on ne parle pas de celui-là qui fait coin qu'avec l'orteil, là, je veux dire, mais sinon, on avait tous nos défenseurs centraux sur le terrain, quoi. Ouais, c'est clair qu'il a, bon, voilà, même s'il a très peu joué, mais il a été très 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 intéressant. Kylian, toi, du coup, qu'est-ce que tu as comme petite stat à nous expliquer pour clôturer cette rencontre? Ben, moi, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est aussi l'intensité, parce que l'approche tactique de Hjulmand a forcé à jouer court sur Nmecha, sur Brandt, ou voire lancer Svensson, plus que Ryerson. Ryerson, j'ai trouvé... Après, Ryerson, dans son duel, c'est Grimaldo. Grimaldo, c'est pas le même client que Hoffman sur l'autre côté. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une victoire de Kovac. Et globalement, je trouve que le match, en fait, est une victoire de Kovac. Mais dans les duels ont majoritairement été gagnés. Je regardais les duels de Brandt. Brandt, il gagne 75% de ses duels. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est pareil pour Guirassy. Guirassy, c'est le joueur qui gagne le plus de duels aériens du match. Il est en tout à 5 duels remportés sur 7. Nmecha, ça doit être plus ou moins la même chose. Il est à 4 duels remportés sur 5. Globalement, je trouve qu'en fait, on a été supérieur à Leverkusen sur la condition physique, en fait. Parce que autant à Leverkusen, il y a des joueurs qui sont formés, qui sont rodés. Hoffman, voilà, c'est un briscard. Andrich aussi. Tapsoba, on le connaît depuis des années. Badé, on sait que c'est quelqu'un de solide aussi, de son passage en Espagne. Les autres, c'est des jeunes, c'est frêle, et ça s'est ressenti, en fait, je trouve. Dès lors que tu n'arrives pas à appliquer ta potentielle supériorité technique, et ben, l'équipe adverse, donc en l'occurrence Dortmund, là, a vraiment pris le dessus physiquement et sur toutes les lignes du terrain, dans toutes les zones clés. Et c'est pour ça que, pour moi, l'ensemble de l'équipe a fait un bon match, à part Schlotterbeck, que j'ai trouvé vraiment pas bon pour le coup. Mais ça fait plusieurs fois que je trouve Schlotterbeck vraiment pas bon, en fait. Le regret que je vais avoir, c'est Brandt. Pour moi, il doit en mettre un. Brandt, il n'a pas d'excuse, il doit en mettre un. Sur la passe de Nmecha, effectivement, mais genre même pas 2 minutes après, c'est pareil, il se retrouve tout seul au point de pénalty et il n'arrive pas à enchaîner pied gauche alors qu'il est seul face au but. Pour moi, il y a au moins une de ces deux situations qui doit rentrer. C'est assez inhabituel de sa part de rater des cadeaux comme ça. Et puis l'entrée de Silva, bien sûr, personne ne veut parler de Guirassy. Moi, je vais en parler de Guirassy. L'attitude, oui, parce que moi, je tapais sur Guirassy avant que ce soit la mode, en fait. J'ai été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur ce joueur. Moi, c'est pas sur ce match, parce que comme je dis, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, mais c'est sur l'attitude qu'il a. Il y a des signaux qui trompent pas. Je pense que c'est plus du tout un gars qui est investi dans le projet du club. Et surtout, quel manque de respect à Fabio Silva, qui lui a la dalle de temps de jeu et qui se défonce à chaque fois qu'il rentre. Là, tu lui donnes une demi-heure et Guirassy, c'est immature en fait. C'est immature, c'est enfantin. Et pour moi, le manque de respect, il est plus vers Silva et vers tous ses coéquipiers en fait, que soi-disant Kovac vers Guirassy, parce que Guirassy, il est pas intouchable. Personne n'est intouchable en fait. Et d'autant que Silva rentre et il fait une passe décisive. Alors le réalisateur, il s'est pas trompé. Hein. Il a mis les gros plans là où il fallait, là où ça fait mal même. Juste pour l'attitude et pas nécessairement sur les qualités intrinsèques du joueur, parce que pour moi, Guirassy est au-dessus de Silva. S'il est sur le banc mardi, mais c'est pas du tout un scandale en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui passent devant le sportif, d'autant que le sportif chez Guirassy, depuis quelques semaines, quelques longues semaines maintenant, c'est pas au niveau. Ouais, bah écoute, on va voir ça un peu si mardi il le fera mettre sur le banc, ça va être le grand point d'interrogation. On peut mentionner aussi que c'est quand même la première victoire face à un top 5 quand même, parce que on n'avait pas encore remporté ni contre une grosse équipe européenne, parce que Leverkusen est quand même à un niveau
européen. Donc, Et à l'extérieur. et à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on ne pensait pas, grand monde, qu'il allait avoir ce résultat à la Ouais, fin. mais bon, Leverkusen est quand même l'équipe du top 5 ou 6 qui nous réussit le mieux ces dernières années, quoi, je veux dire. Oui, aussi. Ça, c'est C'est un des clubs où on va gagner assez souvent là-bas, hein, je veux dire, depuis quelques années, quoi, hein, je veux dire. c'est clair. Juste, on peut peut-être faire, pour clôturer sur le match, un petit avant-match avant ce qui nous attend mardi en Pokal, parce que c'est le même adversaire. Mais là, on change de terrain, on revient à Dortmund. Au vu de la prestation qui a été faite là, est-ce que vous voyez un avantage pour Dortmund ou c'est encore Non. du 50-50? Ça va être Non. un autre match. C'est un match à élimination directe, hein, c'est pas pareil. Et je pense pas. Après, tu as un petit léger avantage psychologique sur le match de samedi soir, mais je pense pas que ça va peser, hein. C'est la Pokal, c'est tout à fait différent. Et qui sait, pour les anciens et ceux qui vont souvent en Allemagne, la Pokal, c'est tout à fait différent, hein. Les clubs tournent une page, la boulie, c'est mis de côté à tout petit temps, et la Pokal, c'est tout à fait différent, quoi, je veux dire. Après, est-ce que dans la tête des joueurs, ce sera pareil? Ça, je ne sais pas. Depuis les dernières années, on n'est plus vraiment très, très focus Pokal. Et à nous, maintenant, on joue chez nous. On va avoir l'apport du public, hein. On a eu l'apport du public aussi samedi, parce que vous entendiez que nos ultras chanter, hein, parce que c'était du BVB, on entendait bien, hein, je veux dire. Bon, vous me direz, à Leverkusen, dans un stade qui a 30-35 000 et qui a une fan base qui est que arrivée pendant le titre, hein, c'est pas trop dur, hein. Et on fait un match là-bas c'était quelle année? Dans les années en 2011. Ouais, ils ont pas, c'est pas une grosse culture de fans, hein, je veux dire là-bas, hein. Après bon, maintenant, je veux dire, il faut quand même les battre, quoi, hein, je veux dire. C'est quand même un club qui est régulier en Bundesliga depuis pas mal d'années, quoi, hein, je veux dire. Ils ont gagné l'UEFA, je crois que c'était en 88 ou 89, hein, et ils jouent toujours les premiers rôles en Bundesliga, hein, je veux dire, hein, donc, mais bon, je pense pas que le match de samedi, qu'il va y avoir des rotations dans les deux équipes, je pense, hein, donc c'est un nouveau départ, et après, vous savez très bien que sur un match, tout peut arriver, quoi. Alors, donc, une décision arbitrale, une blessure, une erreur individuelle, c'est un nouveau match, c'est un nouveau chapitre. C'est ça. Oui, ça peut aller vite. De toute façon, c'est le football, hein. Donc après, on verra un peu. Kylian, toi, du coup, comme tu n'as pas pris la parole par rapport à la Pokal, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il vaut mieux affronter les Leverkusen en ayant gagné 2-1 chez eux qu'en ayant perdu 3-0. Donc, bien sûr que c'est une compétition différente et un match qui est plus important pour les deux équipes, parce que Leverkusen, on est tout aussi conscient que nous. Mais je pense que quand même, ça a son importance d'avoir pris la Bay Arena, même si c'est pas le stade du siècle, dans l'ambiance du siècle. Kovac a montré une supériorité tactique. Tout va être mis à plat. Évidemment, tout va être mis à plat, mais à la fin, les joueurs sur le terrain, à quelque chose près, hein, ça va être les mêmes. Je ne pense pas qu'il faut se voir trop beau, je ne pense pas qu'il faut se voir gagner d'avance, je pense que c'est très, très 50-50. Mais en fait, soit tu as pris l'ascendant psychologique en te disant que Leverkusen, il touche la transversale par Hoffmann, bien sûr, mais en dehors de ça, ça a été relativement inoffensif. Quand tu es Leverkusen, tu peux être frustré, mais tu peux aussi être piqué. Tu peux te dire, attends, mais on a perdu chez nous contre ces mêmes mecs-là, on va les sortir de la Coupe d'Allemagne. D'où le fait que pour moi, c'est très, très, très 50-50. Allez, peut-être 51-49 pour Dortmund, parce que justement, ce match-là jouera un rôle, quoi qu'on en dise, dans les têtes, quoi. Mais j'ai hâte d'être à mardi, ça va être un super match. Ah oui, c'est clair que ça sera un beau match à suivre. Tout à l'heure, Franck, tu le disais, on a fait un peu le succès de cette journée parce que on va passer sur le classement et les résultats. Alors, au niveau, je vous mets les petits résultats. J'ai pas vu quelqu'un le résultat de Fribourg, parce que moi je m'étais arrêté à la 51e.
J'étais sur 3-0. Donc, on a commencé le vendredi avec un petit match nul, voilà, entre Gladbach et Leipzig, un bon 0-0, bon, qui était dans 4-0. notre 4-0. Ok. 4-0, c'est beau. Donc, qui était dans notre avantage, que Leipzig ne gagne pas. Le Bayern fait 3-1 contre Sampaoli. Bremen et Köln se neutralisent sur le score de 1-1. Petite surprise quand même, l'Union Berlin qui s'incline chez eux à Les arrêts de jeu. D'accord. Donc voilà, c'était la petite surprise du week-end. Offenheim qui déroule encore la grosse surprise dans ce début de championnat, même si on est bien avancé, on arrive vers le milieu bientôt. 3-0 contre Augsbourg, le score de Dortmund, vous le connaissez. Hambourg qui s'impose 2-1 contre Stuttgart. Je crois que Hambourg aussi, le dernier but est à 10 et dans les arrêts de jeu. Voilà. Donc, ils aiment bien les arrêts de jeu apparemment à Hambourg. Donc, si Aurélie, elle nous écoute. Ouais. Et Francfort qui fait match nul contre Wolfsburg. Et du coup, Freiburg qui s'impose 4-0 contre Mainz. Et Mainz qui est bon dernier. Ouais. Bon dernier au classement. Donc, c'est... ça va être carnaval chez eux. Ah ouais, là, ça va être... Sans me faire jeu de mots, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Bon, Dortmund récupère sa 3e place et reste à un petit point de Leipzig. Bon, voilà, après, on l'a dit, de toute façon, le Bayern super-forme même, j'ai envie de dire. Donc, même s'il y a eu une petite débâcle dans la semaine. Ouais, et c'était poussif contre Sampaoli. La victoire s'est dessinée dans les 10 dernières minutes, et encore. Moi, j'ai regardé les matchs. C'était bon. Après, ils ont perdu en semaine contre Arsenal. Bon, tu peux perdre contre Arsenal, c'est un gros, je veux dire. Donc, ils peuvent pas tout gagner à un moment. Je veux dire, c'est bon. Bundesliga, vous voyez bien, 11 victoires, 1 nul. On est à 9 points. On est que on va être demain au début du mois de décembre. Voilà. Bon. Vous voyez, il y a le Bayern, il y a 6 équipes derrière. On va mettre jusqu'à Francfort, qui vont se disputer la 2e à la 6e place. Et après, tout de suite, tu as un trou aussi, quoi. Ouais, là, tu as 21 points Mais et après, tu as peut-être de 5 points. Les résultats nous ont été quand même grandement favorables ce week-end. Oui. Leipzig qui ne gagne pas, Leverkusen qui perd, Stuttgart qui perd, Francfort qui ne gagne pas. Reste à taper Offenheim dans une semaine. Et puis, tu rebats quand même les cartes pour la place de Dauphin. Ouais. Tout dépendra aussi de ce que fait Leipzig, bien sûr. Donc, Il joue contre qui Leipzig d'ailleurs samedi prochain? Contre des rats. Pardon. Contre des rats, c'est ça que tu as dit? Ouais. Leipzig joue à domicile contre Francfort. C'est le top pile du samedi soir. Ah ok, donc encore tout le monde se rencontre encore en haut sur les 6 premiers, quoi. Ouais, donc il vaut mieux que Francfort gagne quand même. Ou match nul. Ou match nul, oui. C'est même une meilleure opération, mais il faut que nous on gagne aussi, quoi. Je veux dire. Voilà. Sachant que nous on jouera que le dimanche à 17h30, donc on aura déjà tous les résultats derrière nous. Donc, et il y a un Stuttgart-Bayern aussi samedi. Ouh la vache, oui. C'est un derby de la Sud-Allemagne, on va dire, quoi. Et les Leverkusen, ils vont où Leverkusen, ils vont faire un petit voyage sympathique à Augsbourg. Ok, ouais, donc c'est les seuls qui ont un peu la rencontre la plus facile un peu dans les 6-7 premiers. Ok. Donc, à voir. En tout cas, ce qui est fou, c'est que là, sur 2-3 journées, toutes les équipes du haut du classement se rencontrent. En fait, c'est un peu un sorte de tournant dans la saison, parce que là, tu perds des points, tu sais que tu peux commencer à te faire distancer. Donc, voilà. Bon, écoutez, nous, on verra, on en parlera plus mercredi soir pour la rencontre contre Offenheim. Mais après, on verra un peu tout ça. On va partir sur le deuxième sujet. Donc, on voulait faire un petit point rumeurs, mercato, ce qu'on pouvait entendre et ce qui avait lieu. On va commencer déjà par ces 2 joueurs, parce que c'est les 2 joueurs qu'on attend une prolongation de contrat. Donc,
Au niveau de Karim, bon, les négociations semblent un peu bloquées. Voilà, on sait qu'il a changé d'agent hein, avec Mendes et c'est un grand fan de mettre des clauses libératoires dans son contrat. Selon vous, Karim, ça va prolonger ou ça va partir l'été prochain, Franck? Ça part. Ça part, ok. Vincent? Moi, je crois beaucoup plus à la prolongation de Karim que Schlotterbeck. D'accord, ok. Et Kylian? Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est pas bon signe hein, quand ça traîne, hein, généralement. Quand tu commences Tout à fait. quand tu commences à dire oui, mais je prolonge que selon certaines conditions, bon d'accord, on n'accepte pas ça, du coup on va négocier autre chose, tout ça. Ouais, généralement ça se finit pas bien ce genre de choses. Et ça me brise le cœur parce que j'adore Adeyemi en fait, parce que je souhaite de tout mon cœur qu'il reste. Mais je sais pas, je saurais pas me prononcer en fait. Ok. Il y a Jean qui dit l'histoire du taser ne va pas l'aider non plus à rester à Deyemi. Ouais, après, c'est vrai que le club n'en a pas fait non plus une montagne, donc je ne sais pas si ça Non, influe sur la poursuite. ça a été bien géré en plus. Alors, on n'en a pas non plus fait des caisses. Je veux dire, voilà, l'info est sortie. ADMI a voilà, fait son mea culpa. Je pense que. Ouais. Après, je suis un peu du même avis que Vincent. S'il y en a un des deux qui doit prolonger, je pense plus ADMI, mais je crois aucun des deux. Quoi. Aucun des deux. Ok, bah tu es de le même avis que Mathéo, parce qu'il dit, je pense que les deux vont partir. Donc, vous voyez plus. Sloty, c'est quasi sûr. Vous regardez, il va avoir 27 ans. Donc, il va être à son prime. S'il veut partir dans un grand club, c'est maintenant. C'est plus après. C'est sûr. Mais tu sais que le match contre Leverkusen, la mardi, il est peut-être décisif en fait pour cette question-là. Si tu perds contre Leverkusen et que tu n'avances pas en Coupe d'Allemagne, Oui. les deux partent. Oui. Mais c'est sûr et certain, les deux partent. Si Bah oui, tu oui. gagnes et que tu vas plus loin, la question se prolonge pour moi. Ah, bah, c'est sûr. Après, plus dans les compétitions tu vas rester, plus ça va mettre le doute dans les joueurs dans la tête aussi. Hein. Je veux dire, à un moment, si tu vas loin en Pokal, tu vas loin en Ligue des Champions, c'est une spirale. Hein. Je veux dire, après, je veux dire, t'es euphorisant, t'es trucs. Tu te dis, bah, au bout du compte, Dortmund, c'est bien. Hein, je veux dire, beaucoup de joueurs ont vu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Hein. On va pas en citer. Il y en aurait, je pourrais en faire des heures. Hein. Mais Adeyemi, il y a plus de chances peut-être qu'il peut rester. Il a 23 ans. Lotti va avoir 26 ou 27, je crois, là, je veux dire. Hein. Donc, Lotti, s'il veut aller dans un grand club, c'est maintenant. C'est sûr et certain. Il est obligé. Donc, je le vois mal prolonger, quoi, je veux dire. Son contrat court jusqu'en 2027, je crois. Hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est 2027. Donc, oui, c'est clair, tu as raison. Hein, c'est que Après, c'est soit il prolonge et il dit bon, bah, ma carrière va rester sûrement à Dortmund, ou au pire, il part vers les 29, vers les 30 ans pour aller peut-être faire une pige autre part. Ou après l'Arabie Saoudite et tout, mais j'ai pas l'impression que c'est un peu ce genre de profil. Il y a Lucas qui dit 26 ans demain pour Schlotti. Voilà, comme ça, c'est le 1er décembre, il est né le 1er décembre. Hein. Voilà. Donc voilà, il aura 26. Donc il fait encore une autre saison, il aura 26 et demi en fin de saison. C'est quasi inéluctable s'il veut aller dans un grand club, c'est maintenant. C'est un projet, quoi, hein, je veux dire. Ok. Oui, mais après, il y a quand même une question. Les deux, c'est 2027. Si les deux, tu arrives à la conclusion de on ne prolongera pas, ok, c'est leur choix parce qu'on l'a répété ici, c'est entre les mains des joueurs et de leurs agents. Est-ce que tu les vends ou est-ce que tu vas au bout de leur contrat? Alors, je pense qu'ils vont peut-être en vendre un des deux, mais peut-être pas les deux. Je pense. Bah, s'il faut en vendre un, il faut vendre Adeyemi parce que Schlotterbeck, il est pas bien évalué. Je crois qu'il est évalué qu'à 40 millions. Adeyemi, c'est 60 ou 80, je crois, un truc comme ça. Tu vois. Tout à fait. Mais je pense que Schlotti resterait encore un an et partirait que après, quoi, hein, je veux dire. Mais je pense qu'il ne veut pas prolonger, quoi. Je ne pense pas qu'il prolongera, quoi. Ok, bah, écoutez, on verra un peu ce que ça donnera. Voilà. Donc, pour le moment, l'état actuel de ces deux joueurs, c'est ça. Au niveau d'un autre joueur et tout, bon, on va vite faire le tour, mais bon, du coup, c'était Guirassy.
Lève-toi, tu es marche à l'ombre, t'es pas de ma bande. Ah, pardon, excuse-moi. Ça y est, on est sur The Voice. Bon, du coup, c'est Guirassy, par contre, qui a refusé cet été, apparemment, Al Hilal, qui était prêt à lui donner un salaire de 20 millions d'euros par an. Bon, il a refusé. Parce qu'il a, pour le moment, la Saudi Pro League ne l'intéresse pas plus que ça. On en reparlera peut-être l'été prochain. Ouais. Par contre, juste petite info, c'est que sa clause libératoire n'est valable qu'en été, cet été, et non cet hiver. Et elle est seulement pour 7 clubs. Donc, il y a Barcelone, le Real Madrid, City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Quand on voit les noms des... PSG aussi, non? Le PSG n'est pas mentionné, en tout cas, par Patrick Berger. Il n'y a pas Paris. Donc, mais quand on voit... Bon, Barcelone, peut-être, pourquoi pas, l'après Lewandowski. Alors, Barcelone, oui. La piste Julián Alvarez est quand même plus crédible, plausible et cohérente dans le projet Barcelone plutôt que Guirassy. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bon, Barcelone, bon, on va mettre une croix dessus. Le Real Madrid, je ne le vois pas du tout aller au Real Madrid avec City, tu peux oublier, il y a Haaland. C'est aussi pareil. C'est ça. United, le Real, il y a Mbappé. United c'est considéré comme un grand club encore. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a des fans de United, je suis désolé, excusez-moi, c'est nerveux. À United, il y a Šeško et il y a Højlund qui va revenir aussi de son prêt. Donc, il y a du monde à United. Donc voilà. Donc, et après, on a Chelsea. Chelsea, je ne le vois pas du tout avec les 3 bus de joueurs qu'ils ont. Donc, rajoute un 4e bus. Hein. Ouais, si je dois être honnête, Chelsea, moi, je trouve que c'est le plus probable. Franchement. Ouais, moi aussi. Parce que c'est un club qui, comme tu le dis très bien, n'a aucun problème à faire signer 50 joueurs s'il faut. Et surtout, le buteur à Chelsea aujourd'hui, il n'est pas trouvé en fait. Il y a un buteur encore, il y a une place à prendre à Londres dans le club de Chelsea. Alors qu'à Arsenal, par exemple, il y a Havertz, il y a Gyökeres. Donc, dans les 7 que tu as cité, s'il y en a un qui doit faire sauter la clause de 50 millions, ce sera sans doute Chelsea, pour moi. Ouais. Okay, parce que Liverpool, bon, on est entièrement d'accord, ils ont investi l'été dernier dans leur attaque, donc je ne vois pas non plus les voir dessus. Il y a Matteo aussi qui dit que la priorité, c'est l'Angleterre pour le joueur. Et il m'avait écrit un autre petit truc. Et pour le PSG, ils étaient intéressés l'été dernier. Après, à voir, est-ce que cet été, ils seront de nouveau intéressés. Voilà, bon, c'était le petit passage Guirassy. Le Venton, messieurs, ou pas? Le Venton, c'est ça que tu as dit? Oui. Bah, au vu de ça, comment ça se passe actuellement et tout, moi je dis un grand oui. Personnellement, si ça change pas au vu du comportement et de la manière où il se comporte sur le terrain et à l'extérieur, donc moi je le vends. Je voudrais juste répondre à Jean. J'ai aucune dent contre Guirassy. Alors, ceux qui me connaissent ici, ils le savent très bien. Je supporte tous les joueurs qui représentent notre club. Et pour moi, ce qui sera toujours en avant, c'est le club. Mais ce qui s'est passé là et ce qui se passe depuis un bout de temps, je ne peux pas le comprendre. Quoi. Je veux dire, quand on met sa carrière personnelle en avant et pas les intérêts du club, je veux dire, j'ai du mal. Quoi. Mais j'ai rien contre Guirassy, c'est un joueur que j'apprécie, je trouve des qualités, mais à nous faire le gosse de 2 ans, âge mental, ça, je ne peux pas comprendre. Et après, il y a aussi le sujet, c'est que si tu as recruté Fabio Silva, c'est que tu as déjà un projet de dire que ton attaquant va sûrement partir. C'est ça. Sinon, on n'aurait pas été mettre, je crois, on a mis quoi, 22,5 millions sur Silva. Même un peu plus, quoi. Mais voilà, c'est ça. On l'a pris justement pour dire que c'était l'avenir. On sentait que de toute façon, Guirassy n'allait pas faire 3 ans chez nous. C'était quasi écrit, quoi. Je veux dire. Donc, voilà. Bon, je veux dire, c'est la mode maintenant, je veux dire. Mais non, je n'ai rien contre Guirassy. Non, c'est clair, c'est pas on n'a rien contre Guirassy, c'est juste au vu de ses prestations et de sa mère. Bon, du coup, Fabio Silva, donc Patrick Berger qui avait fait dans la semaine un petit tweet à ce sujet, qu'apparemment il voudrait déjà partir cet hiver.
Vincent, toi qui es un grand fan de Fabio Silva et qui en parle souvent, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah moi, voilà. Alors, pour reprendre les propos de Franck, enfin pour les reprendre pour euh, pour montrer mon accord avec Franck, je suis d'accord que voilà, Guirassy doit s'en aller. Euh, et quand j'ai vu son remplacement à la place de Fabio Silva, j'ai vu un magnifique sourire sur son visage, avec surtout avec sa passe décisive qui donne à Adeyemi. Moi, j'ai envie de continuer de voir ce joueur sur le terrain. J'ai envie de continuer de le voir déjà un peu plus souvent. Et j'ai surtout envie de voir ce sourire titulaire mardi soir. Ok. Kylian, toi, du coup? Donc, non. Fabio Silva, pour moi, ne doit pas partir à aucun coup, même en prêt, pour la simple et bonne raison que Guirassy doit accepter la concurrence. Tous les joueurs l'acceptent, en fait, sur le terrain. Et le concurrent de Guirassy, c'est Silva. Et si Silva est performant, Guirassy ira s'asseoir sur le banc. Et inversement, évidemment. En fait, Silva, aujourd'hui, il a ce rôle-là. Il a le rôle de pousser Guirassy à un niveau qu'il n'a plus depuis longtemps, en fait, maintenant. Si Kovac ose retirer, en fait, Guirassy un peu de sa tour d'ivoire pour que les deux soient en concurrence au même titre peut-être que Sabitzer et Bellingham, au même titre que Ryerson et Couto, au même titre qu'absolument tous les autres, en fait. Il n'a aucun intérêt à partir parce que les deux doivent se tirer vers le haut. Si Silva part, c'est laisser Guirassy sur son trône, et ça, dans un collectif, tu n'en tireras que du négatif, en fait. Donc, Ouais. Silva doit rester. Ouais, après, le souci de Fabio Silva, c'est qu'apparemment, il va aller jouer la Coupe du Monde aux USA avec le Portugal. Donc, Ouais, moi je pense la tendance est bonne, son entrée était bonne, hein. Il joue 30 minutes. Je veux dire, Guirassy va commencer à sortir un peu son soufflet. Ça peut que être bénéfique au club aussi, quoi, hein. Si Guirassy veut aussi partir et partir dans une belle destination, il faudra qu'il rehausse son niveau de jeu, mais grandement, hein. L'année dernière, il a été très bon, c'est rien à dire, mais depuis le début de saison, Après, Silva, il veut aller jouer la Coupe du Monde, mais il se réveille un peu tard parce qu'il n'y a plus qu'un seul rassemblement, hein, avant la Coupe du Monde. J'ai peur que le train soit déjà passé, malheureusement pour lui. Alors, il est ambitieux et c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Mais bon, je ne pense pas qu'un prêt, où que ce soit ailleurs, le temps de s'acclimater, de réapprendre un schéma tactique, de se réintégrer dans un effectif, où que ce soit en Europe, je crois que le meilleur endroit, si tu veux aller à la Coupe du Monde, c'est de surperformer là où tu es déjà, en fait. Donc, tu restes. Et surtout qu'il apprendrait pas un peu de ses erreurs, parce qu'au final, il a été prêté club sur club depuis son passage à Wolverhampton. Donc, je pense que voilà, au bout d'un moment, faut te poser et tout, et de dire, bon, peut-être c'est pas ma saison là, mais il sait très bien que si Guirassy part l'été prochain, ça sera lui le titulaire numéro 1 à ce poste. Il y a Matteo qui dit, je pense que Dortmund devra recruter aussi un nouvel attaquant. Donc, oui, bon, c'est sûr. donc, faudra voir. Et après, ça sera toujours la question, est-ce que prendre un jeune ou est-ce que prendre un joueur un peu plus expérimenté? Est-ce que Silva, c'est quoi? C'est 23 ans, c'est ça? C'est jeune. Moi, je prendrais un attaquant avec un peu d'expérience quand même. Donc voilà. Être mis sur le Krug. Ouais, et il veut partir. Hein, donc après, bon, je pense pas qu'il reviendra. On a ce petit joueur belge, monsieur Duranville, qui reste une grande énigme, ce joueur. Donc, écoutez, c'est 0 minutes en Bundesliga et 2 matchs en réserve cette saison. Pareil, apparemment, il serait intéressé pour partir en prêt à partir de janvier. Bon, Kylian, tu nous as toujours rien trouvé au niveau d'informations sur sa durée de contrat? 2026, pour moi. Hein. D'accord, ok, on est toujours sur 2000. Donc ça serait très très étrange de le faire partir 6 mois après pour le voir partir gratuit derrière. C'est ça. Oui, complètement. À moins que tu le prolonges juste avant. Mais de toute façon, pour moi, le cas d'Uranville est sans doute déjà traité et ce sera une séparation, que ce soit 2026 ou 2027, libre
je vois aucun argument pour prolonger Duranville, honnêtement. Les joueurs comme ça, et puis pas lui en particulier, parce que j'ai rien contre lui, mais les joueurs qui sont pensionnaires de l'infirmerie, peu importe l'excuse en fait, n'ont rien à faire dans un club qui a de telles ambitions. Donc Duranville, peu importe son potentiel, peu importe son niveau de jeu, quand il peut jouer, si le mec il peut jouer que 5% du temps de jeu effectif sur une saison, bah, il n'a pas la place au club, hein, c'est tout. Bah, y a Jean qui dit Duranville, c'est tout pareil que Emre Mor, pas au niveau. Donc, c'est bon. différent parce que Emre Mor Ouais. n'avait pas de soucis physiques. Emre Mor, c'était Ouais. l'attitude, c'était le comportement qui était infernal de ce mec. Il n'était pas pro. Mm. Et d'ailleurs, Il est mort toute la depuis. suite de sa carrière le prouve en fait, tu vois. Duranville, c'est pas du tout une attitude qu'on peut reprocher à Duranville, honnêtement. C'est Ah non, vraiment pas du son tout. corps qui ne suit pas. Et donc pour moi, prêt, pas prêt, peu importe en fait. Il faut libérer une place. Peut-être pour effectivement un autre attaquant, comme le disait, je sais plus qui. Mathéo, c'est ça. Voilà. Donc voilà. En tout cas, il a pris aussi un peu plus en muscle. On voit qu'il a travaillé à la salle parce qu'avant, il était un peu frêle et tout. Et comme là, si on peut le voir sur la photo, il est quand même un peu plus costaud. Bah, écoutez, on verra un peu ce que ça va donner au niveau de ce joueur. J'avais mis également Monsieur Salih Özcan. Lui aussi, bon, qu'on le voit, déjà, il n'est pas qualifié dans les groupes de la Ligue des Champions. Contrat qui se termine en 2026. Alors, le niveau du temps de jeu, c'est 4 matchs, 21 minutes. Départ cet hiver où il finit le contrat et après, il empile autre part. Vincent? Ouais, il va partir cet hiver. Moi, je vois que, et de toute façon, il le faut, hein. Il est quasiment, enfin, il est pas titulaire, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. De toute façon, il est même pas dans le groupe. On a besoin de personnes qui jouent et qui s'investissent, lui, malgré lui, parce que bon, on n'entend jamais parler de lui en mal, hein. C'est un joueur qui a deux ans en arrière, il faisait pas des prestations dégueulasses, ou 2-3 ans maintenant, je ne sais plus. Mais mais oui, ouais, je pense que il est grand temps pour lui de s'en aller. Ok. Et Kylian? Özcan, je lui souhaite en fait de partir cet hiver parce qu'il perd son temps ici. Il perd son temps à Dortmund. Nous, on perd notre temps avec lui. Et pour autant, c'est un super gars. Franchement, dans l'attitude, et pourtant, il est maltraité. Hein. Lui, pour le coup, vraiment, il n'a pas de cadeau, il n'a pas de traitement de faveur, il n'a même pas de deuxième chance. Et il ne fait pas de vagues. Et lui, par contre, joue sa place pour la Coupe du Monde. Donc, en fait, lui, je lui souhaite vraiment de trouver un club en janvier pour pas grand-chose, hein, pour peut-être 1 million, 2 peut-être. Mais peu importe, il sert à rien dans le vestiaire, il sert à rien dans le club parce qu'il a juste pas le niveau et il ne l'a jamais eu. Qu'il retourne à Cologne, ce serait une super histoire. Il a été approché par des clubs turcs aussi. N'importe où, tant qu'il a du temps de jeu pour pouvoir sécuriser sa place en Turquie, et on lui souhaitera bon vent, pas avec un souvenir impérissable, mais on peut lui souhaiter, à lui en particulier, que le meilleur pour la suite de sa carrière. C'est clair. Bah, c'est clair que, comme tu viens de le dire, comme il y a la Coupe du Monde au mois de juin, je pense que la sélection a dû mettre peut-être un peu de pression aussi sur le joueur en lui disant qu'il faut qu'il joue pour s'il veut être sélectionné. Donc, un départ en janvier ne serait vraiment pas un choc et ça serait pas une surprise. Toi, Franck, du coup, Özcan, tu vois partir en janvier? Ouais. Ouais. Je lui souhaite aussi, parce que bon, je pense que la marche a été trop lourde pour Salih. Je pense qu'à Köln, il aurait dû rester, quoi. C'était un peu trop prématuré de venir chez nous. C'est dommage parce que c'était un joueur qui offrait ce qu'il a montré à Köln, des belles perspectives et malheureusement, ça n'a pas matché, quoi. C'est un peu dommage. C'est un joueur que j'aurais bien voulu voir aussi performant à Köln que chez nous, mais ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de concours de circonstances. C'est dommageable pour lui, donc je lui souhaite le meilleur. Il n'a pas fait de vague chez nous. Hein. Il a toujours répondu présent. Il est là. Hein. On l'a envoyé bouler un moment à Wolfsburg. Un moment, on lui a demandé de revenir parce qu'il y avait des blessés chez nous. Il n'a pas entendu. Hein. Il n'a pas réfléchi et il est revenu. Hein. Ouais, il est revenu. Il a fait son job de joueur et voilà. C'est bien.
Pour info, j'ai regardé pour Duranville, d'après certains articles, c'est jusqu'en 2027 qu'il est en contrat chez nous. Ah, d'accord. Mais oui, Ok. c'est ça. Mais c'est le quiproquo en fait autour de Duranville, parce que j'expliquais il y a quelques émissions que Patrick Berger avait annoncé un contrat jusqu'en 2027, effectivement. Et en fait, il y a beaucoup de sites qui sont très très fiables, qui ont modifié la durée de contrat de Duranville et qui l'ont réduit d'1 an. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Il est encore annoncé en 2026. Donc, J'ai regardé plusieurs c'est sites, mais bon. c'est un cas particulier, Duranville. Moi, ça m'étonne beaucoup hein, qu'on puisse comme ça amputer une année. Est-ce que l'info de Patrick Berger était fausse dès le départ? C'est aussi une possibilité. Mais voilà, le cas Duranville est toujours un point d'interrogation. C'est clair. On a un autre petit cas aussi qui est un petit Américain, donc du coup, Cole Campbell. Bon, lui, il a clairement informé la direction. Son désir, c'est quitter le Borussia Dortmund. Je pense que le choix aurait dû être fait cet été. Bon, c'est la direction qui a voulu le garder et qui lui a donné, je pense, des faux espoirs. Mais voilà, lui, il voit aucun avenir dans la Ruhr. Au niveau des clubs qui seraient intéressés, il y aurait Bruges, Anderlecht, Midtjylland. Ça pourrait être pas mal pour lui. Et aussi Elversberg, qui peut être une option. Bon, on ne peut pas dire grand-chose hein, sur ce joueur. On l'a très peu vu jouer avec l'équipe pro. Mais la marche semble un peu haute pour lui et il n'arrive pas clairement à s'imposer. Je ne sais même pas s'il joue avec les U23. Donc ouais, en fait, il joue pas du tout au club, quoi. Il fait juste les entraînements. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Comme beaucoup de jeunes qui sont passés chez nous, je pense qu'on ne sait pas les gérer, on ne sait pas quoi leur dire, quoi leur promettre. Et on est un club, de toute façon, qui prendront de toute façon des joueurs plus confirmés et des stars avant de faire jouer nos jeunes depuis des années. Après, on voit ces jeunes partir, on voit ces jeunes grandir, hein, et on voit ces jeunes après dans d'autres clubs. Hein. Isaac à Liverpool, Merino aujourd'hui à Arsenal. Hein, on en a tellement d'autres exemples que, je veux dire, on pourrait un truc. On est un des plus gros clubs en Allemagne formateurs, mais on ne forme pas pour nous, quoi. Là, on forme pour les autres, comme pour on les dit autres. à chaque fois. Donc, on regarde juste aujourd'hui, le dernier bout de Freiburg a été marqué par Osterhage, qui était capitaine de notre équipe 2, hein, et qui au milieu de terrain est un super joueur, très très bon joueur, quoi, je veux dire. Et pareil, maintenant il fait les beaux jours de Fribourg, quoi. Voilà, donc bon, Matteo lui propose d'aller à Elversberg, ça serait un beau tremplin pour lui. Ouais, tout à fait. Donc ça Il peut trouvait être un bon club de Ligue 2, je pense, qui joue les premiers rôles. Il a un potentiel, je pense, ce jeune, mais si on n'en donne pas de temps de jeu, je veux dire. Mais bon, avec Kovac, je vous rassure, hein, Kovac n'a jamais développé des jeunes, donc c'est pas demain qu'il va commencer à les développer, quoi, hein, je veux dire. Donc, et puis sinon, il y a Jean qui dit Midtjylland, ça serait bien, comme ça il retrouverait Tulberg, un ancien qui je pense qu'il a eu sous ses ordres le petit Campbell. Oui, il l'a eu, tout à fait. Donc ça pourrait être intéressant. Kylian, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose sur ce joueur ou sinon je pars sur le dernier? Non, il n'y a rien de spécial à rajouter par rapport à lui. C'est juste dommage parce que quand il jouait chez les jeunes, il faisait des super belles prestations. Mais après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est qu'en U19, ça performe, mais après, on voit quand ça doit arriver dans le palier pro, la marche est beaucoup trop haute. Donc... Mais c'est valable pour lui, mais c'est aussi valable pour Kabar. Les deux, en fait, je ne sais pas si c'était lui ton dernier, mais les deux, tu leur souhaites presque en fait de partir, tu vois. Si vous voulez faire une carrière dans le monde du foot professionnel et vous éclater pendant 10 ans, 15 ans, mais partez, fuyez ce club qui ne vous propose aucune perspective. Et bien sûr, dans le contrat, tu souhaites... Alors moi, j'ai beaucoup aimé Campbell plus que Kabar. Peut-être que tu peux mettre une clause de rachat, un peu comme on a fait pour Roteux, je crois qu'elle sera active à partir de l'année prochaine. Je ne suis pas sûr de cette info. Mais... Le problème, c'est que si tu veux intégrer Campbell maintenant, si tu veux intégrer Kabar, c'est tout un système que tu as à repenser, en fait. Et sur toutes les hauteurs.
depuis l'académie jusqu'à la Champions League, quoi, tu vois. Tu es obligé de... Parce que là, tu mens, en fait. Tu mens à tes joueurs. Tu leur mens en disant, oui, vous inquiétez pas, un jour, vous aurez... Non, jamais. Vous aurez jamais quoi que ce soit, en fait. On a Vétienne qui va revenir de près. Et vous croyez qu'il va avoir un rôle important, Vétienne? Pas du tout. Il va cirer les tribunes du VS comme Scan. C'est toute la politique, en fait, qui est à modifier, à refondre. Et je crois que le projet du club ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc, tu souhaites bonne chance à ces garçons-là. Et comme Furich et comme tant d'autres, ils vont briller ailleurs et notamment contre nous. Comme Mel, il devait partir déjà début de saison. Hein. Stuttgart était à 2 doigts. Hein. C'est Dortmund qui a mis son veto, je veux dire. Donc, je trouve ça quand même dommageable pour un jeune de ne pas le laisser partir, surtout pour rien en faire durant la saison. Quoi. Tu mets un veto sur un joueur à la limite qui va intégrer l'équipe, qui va... Voilà, mais on a juste mis son veto pour emmerder les joueurs et emmerder Stuttgart, je pense. Mais bon. C'est dommage quoi, de faire cette manière, parce qu'au final, tu le vois, il a pas encore s'il avait un peu de temps de jeu chez nous, je veux bien, mais là, il a vraiment rien. Tu le vois même pas sur. Il a tiré le banc en Ligue des Champions. Là, il était avec Duranville aussi et Mané. C'était bizarre, tu avais Duranville, Mané et lui qui était sur le banc pendant la Ligue des Champions. Là. C'est ça, pour rien faire au final. Et tu gagnes 3-0 contre une équipe de Villarreal qui a un carton rouge. Et même là, même dans ces conditions-là, ils n'ont pas une seconde de temps de jeu. Comment tu veux les convaincre de rester? Mais non, partez, fuyez, allez ailleurs, en Sveit ou à Midtjylland. Ça serait génial qu'il aille à Midtjylland, il jouerait l'Europe en plus. Comme dit Kylian, le message a été somptueux à 3-0. Qui tu fais rentrer? Grosse, qui va à la retraite. Ouais. Alléluia. Non, Après, on paye aussi très cher le fait de ne plus avoir notre réserve en Dritte-Liga aussi. Ça fait partie des conséquences. C'est pas que ça, c'est un ensemble et c'est un programme qui est beaucoup plus large que ça. Mais le fait de ne plus avoir notre équipe réserve qui joue à l'échelle nationale, c'est d'autant moins motivant pour un mec comme Campbell qui a beaucoup de potentiel de rester pour jouer quoi? Pour jouer la Regionalliga? Bah non, au bout d'un moment, le mec, il veut jouer au moins en Sveit. Il a l'opportunité d'aller jouer sous Tulberg la Conference League ou l'Europa? J'ai un doute. Dans tous les cas, tu peux que les comprendre et franchement, aller à l'encontre de ça, ça serait pas honnête de la part de la direction du club. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, Matteo qui dit Vadjon devrait être vendu normalement. Donc, ça paraît logique. Quand tu le vois déjà partir en prêt, tu sais que le joueur, t'as pas beaucoup de chance de le voir. Donc ça, c'était au niveau des départs. J'ai mis juste une potentielle peut-être arrivée qui serait au milieu de terrain, qui serait le milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam, Kitten Timber. Dont le contrat se termine en 2026, donc potentiel arrivée gratuite ou s'ils veulent le recruter cet hiver. Mais voilà, un milieu de terrain défensif qui serait à l'étude, sachant que Kovac voulait un 6 déjà cet été. Donc après, pourquoi pas? Après, on verra ça. Donc Matteo me dit, j'ai surtout dit de laisser Roteux. Donc tu as touché à Roteux, Kylian, de l'Union de Berlin, parce que Matteo est fan, donc il n'est pas très content. Roteux ne reviendra pas chez nous. Oui, non, il ne reviendra pas. On joue même plus à 4 derrière. Roteux a tout fait pour partir, alors qu'on lui avait donné une assurance presque même d'être titulaire du côté gauche. Hein. Donc, il y a 2 ans, hein, je veux dire. Donc, non, c'est bon. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Svensson, hein, donc Rother sentait déjà qu'il n'aurait pas de possibilité ou qu'elles étaient moindres. Il a pris la très bonne décision et il fait les beaux jours et le bonheur de l'Union de Berlin. Hein, et tant mieux pour lui. Quoi. Moi, je ne sais pas si le contrat est 2026 ou 2027 là-bas à l'Union. Je crois qu'à un moment, c'était 2026, mais je ne sais pas si depuis, il a prolongé. Donc voilà, bon, c'était le petit point mercato rumeur. On verra un peu ce qui en découlera parce que le mercato hivernal commence à arriver tout doucement, même si on sait que le Borussia Dortmund n'est pas le plus friand de ce genre de mercato. Qui est là même, je sais pas, il y a eu une interview, hein, il a dit que normalement il n'y aura pas de transfert pendant la période hivernale. Ah ok, j'avais même pas vu ça. Ok. Si, je l'ai vu, donc après. À prendre avec des pincettes. Hein. Vous savez, ce qui dit un jour n'est pas toujours la vérité de l'autre jour. C'est ça, puis il suffit
des joueurs qui partent, des blessures et, et les propos sont vite changés. Ben écoute, Franck, c'était 5 dernières minutes, c'est pour toi. Donc, bon, du coup, Attends, Maxime, c'est volontaire que tu aies zappé beaucoup de joueurs de 2026 et 2027? Parce que la liste, il y en a encore. Hein. Ah oui, non, mais j'ai parlé des rumeurs qu'on entendait ces derniers temps. Oui, parce qu'après, tu as Brandt, tu as toute la clique, quoi, si Ouais. tu veux. Oui, Mais oui c'est ça. c'est Et Ben Sebaini et tout. Ouais. ouais, c'est juste que non, j'ai parlé des rumeurs qu'on entendait circuler actuellement. C'était Ok, pour ça. ok. Donc On mais se après, croit mieux. s'il y en a d'autres, on en parlera au moment venu. C'est juste pour pas qu'on passe une demi-heure sur. Oh, sur- Je pense à la trêve, ce sera plus. On aura déjà un peu plus d'écho, quoi. Ouais, c'est ça. On repartira un peu sur la fin de séquence avec ça. Du coup, Franck, à toi, je te laisse la petite chronique du vieux Bourroussen. Donc, bon, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, en fait, Franck fait un sorte de petit quiz où il faut découvrir un joueur qui a joué au Borussia Dortmund, que ça soit ancien ou plus récent. On vous met des petites images au fur et à mesure pour essayer de trouver qui c'est. Donc, moi, je le connais. Il n'y a que Kylian et Vincent qui jouent. Et dans le chat, si vous trouvez, n'hésitez pas à le dire. Et comme ça, je préviens Franck. Si c'est trouvé, vas-y, je te laisse la parole. Alors, je suis désolé pour les jeunes, je ne vous ai pas trouvé un joueur de votre génération. Je suis encore allé piocher dans mes vieux joueurs. Un tout petit peu plus récent que Fleming Paulsen de la semaine dernière, un joueur défensif cette fois-ci. Un numéro 6, un pur numéro 6. Un joueur qui ne sera pas resté très longtemps chez nous, qui aura joué qu'une saison et 3 mois chez nous, qui est parti à la fin octobre. Paul Lambert. Ben, bravo. Joli. J'avais sur le bout de la langue. Mais bravo. L'homme qui a muselé Zinedine Zidane. Ouais. Ouais. Un milieu défensif très peu connu, je veux dire, mais qui a quand même, sachez, qui a quand même mis une légende du club sur le banc, hein, qui était Michael Zorc. Zorc a fait banquette et Lambert a joué 31 matchs sur la première saison de Bundesliga qui joue chez nous en tant que titulaire. Quoi, hein. Paul Lambert avait le numéro 15. Il venait d'un club Motherwell en Écosse qu'on avait joué la saison d'avant en UEFA. Et il avait tapé dans l'œil dans nos recruteurs à l'époque. Et on avait gagné 2-0 chez eux et 1-0 chez nous. Et Paul Lambert était venu gratis du FC Motherwell. Et il a presque tout de suite été titulaire avec une rotation. À l'époque, c'était quand même magnifique. La rotation s'appelait Zorc, Sousa, Stephen Freund et Paul Lambert. C'était un milieu défensif, mais tonitruant. Et Paul Lambert a été le joueur qui a été le plus souvent titulaire des quatre, avec Sousa qui venait de Juventus à l'époque. Hein. Donc c'est un joueur qui est bien sûr né en Écosse, qui a passé donc que la saison 96 et le début de la saison 97 chez nous. Après, on l'a laissé partir au Celtic. Pourquoi ? Sa femme se sentait très mal en Allemagne. Et lui vivait un cauchemar par rapport à sa situation. Et on l'a libéré. Il est même, parce qu'il n'est pas allé au bout de son contrat. On l'a transféré donc au Celtic. Il s'est éclaté après au Celtic pendant de nombreuses années, hein, entre 97 et 2005. Il a encore fait une petite saison après à Livingstone dans un club un peu moins bling-bling, on va dire, que le Celtic. Il joue encore actuellement pour nos légendes. Et sachez, et c'est ce que j'ai appris, que Paul Lambert a un boulot officiel par le BVB. Il s'occupe de tout ce qui est développement des joueurs sur l'Océanie et l'Asie. Hein. Je ne dis pas de conneries, Maxime. C'est ça, ouais. Voilà, donc j'ai appris ça en faisant mes recherches un peu. Et donc là, vous le voyez sur le maillot du BVB quand il a joué un match de légende contre Liverpool. C'était un joueur fantastique, une récupération et pourtant un physique chétif, mais un abattage. Un joueur qui ne faisait pas parler de lui, mais il était au four et au moulin, quoi. Un genre de Didier Deschamps, hein, mais en beaucoup, beaucoup plus productif, quoi.
et un super joueur. Il fait partie du Hall of Fame des joueurs écossais. Je crois que ça a été le 6e intronisé. Et franchement, j'en garderai un super grand souvenir de ce joueur. C'est pour ça que vous voyez le maillot que j'ai mis. C'est un peu un hommage. C'est le seul qui l'a porté sur cette saison en Bundesliga. Et j'ai un super bon souvenir sur Paul Lambert. Si on gagne la Ligue des Champions, c'est beaucoup grâce à lui. Parce qu'il a fait une saison monumentale, quoi. Voilà. Alors, et bravo Kylian. Si je peux me permettre. Vas-y. Paul Lambert, moi j'ai vu un seul match, c'est la finale de Ligue des Champions, bien sûr, où il fait le double pivot avec Sousa. Si vous voulez un exemple tactique exemplaire d'un comportement d'un double pivot pour museler un joueur de la trempe de Zidane à ce moment-là, encore aujourd'hui, en 2025, c'est un match référence pour un numéro 6, que ce soit Lambert ou Sousa, d'ailleurs, hein, les deux font un giga match, mais Lambert plus particulièrement. Et pourtant, ce match, il a quasiment 30 ans. Mais encore aujourd'hui, ça doit être montré dans les académies, dans le sens tactique de ce mec, de Sousa, et puis même de Hitzfeld, de toute façon, de manière générale. C'est juste une masterclass à regarder et à décortiquer. Chaque seconde est passionnante. Et donc, j'ai pas vu plus de ce joueur parce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus en réalité en termes de matière. Mais c'est exemplaire ce qu'il a fait ce soir-là. Et c'est peut-être... Alors, beaucoup de joueurs ont été bons ce soir-là et on pourrait faire une émission complète sur la finale de Champions, mais la façon dont il a éteint Zidane pourrait faire de lui, en fait, l'homme du match de cette finale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Lambert. Totalement d'accord avec Kylian. Et mais il a été fantastique sur toute sa saison. Moi, j'étais au Westfalen sur tous les matchs à l'époque et j'adorais ce joueur. Alors, bien sûr, je sais que dans la chronique, certains vont me dire, mais je préfère vous faire découvrir des joueurs qui, je veux dire, pas que vous connaissez pas, mais des joueurs qui ont brillé que par instant. Je vais pas vous faire Reus et compagnie et tout ça. On pourra peut-être un moment, mais c'est trop facile à trouver. Je préfère vous mettre en lumière des joueurs qui, pour moi, ont été exceptionnels vu mon passé et dont aujourd'hui, personne n'en parle. Et je veux dire, Paul Lambert, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, mais bravo Kylian, quoi. Après, il a une petite carrière encore par la suite d'entraîneur, hein, surtout dans certains clubs anglais, à Norwich, Aston Villa, Blackburn, Wolverhampton, Stoke City et Ipswich. Hein. Bon, c'est pas de super gros résultats. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a marqué comme Fleming Pausen pour moi mon histoire du BVB. Voilà, bah écoute, bravo Kylian en tout cas pour avoir trouvé, et puis merci Franck pour cette petite chronique. Et comme tu l'as dit, le but c'est pas non plus de faire les joueurs actuels ou de ces dernières années, parce que bon, la plupart les connaissent. C'est plus de faire découvrir dans cette chronique des anciens. De toute façon, ça s'appelle la chronique du vieux Borussen. Donc, c'est les vieux. Donc, c'est le but et ça fait plaisir à tout le monde et au moins aussi de connaître d'autres joueurs. Donc, en tout cas, Mathéo aime bien. C'est vrai qu'il a pas fait une carrière phénoménale finalement. Et non. Si le match de 97 contre la Juve représente peut-être son apogée finalement, c'est comment dire, c'est vraiment à voir. Si on est intéressé par l'aspect tactique d'un joueur de l'ombre comme lui, regardez la finale de 97 qui doit être facilement trouvable sur Internet, en vous concentrant uniquement sur Lambert. Il t'apprend le foot en fait. Il t'apprend une facette du football sur ce match-là. Donc merci d'avoir parlé de lui parce que c'est un joueur que moi j'ai dans le cœur et c'est pour ça que je l'ai trouvé aussi facilement parce que de toute façon des Écossais à Dortmund il n'y en a pas 150 et vu la période c'était et le poste aussi c'était des gros indices mais ouais Lambert j'ai vu un match, je suis fan. Je suis absolument fan. Voilà, écoute, au moins comme ça c'est clair. Bon. Juste une dernière petite colle vu que vous l'avez trouvé sans regarder vos téléphones. Et bien sûr, des Écossais, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais cette année-là, on en avait 2 des Écossais dans le groupe. Qui est le deuxième ? J'ai pas le deuxième. C'est un attaquant. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Peut-être je regarde dans le chat s'il y en a qui le mettent, mais là, c'est un attaquant, son prénom c'est Scott. C'était Scott Booth. Scott Booth, ok. Ouais. Après, il a fait 2 saisons chez nous. Et, après, on en a eu un avant dans les années 80, mais celui-là, je le garde peut-être plus tard.
Bon, tu laisses un petit indice, quoi, si un jour il y en a tellement. Quand tu me demandes qui joue le truc, là, j'avais Fleming, c'était sûr, et Paul Lambert aussi, parce que pour moi, comme dit Kylian, son match en Ligue des Champions en 97, c'est waouh. Tactiquement, c'est monstrueux ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, avec, bon, il y avait Bruno quand même qui avait trouvé Booth dans les trucs. Bon, c'est un ancien aussi, donc du coup. Et lui et Paulo Sousa face à une Juve qui était monstrueuse sur le papier, quoi. Voilà. C'est clair. Je voulais juste finaliser. Bon, c'est dommage, j'ai pas Joël avec moi, mais bon, je voulais juste qu'on brasse un peu, qu'on se la pète, quoi. Au niveau du classement, donc on a fait un petit jeu, comme vous avez pu le voir, où on donne chacun nos copeaux le matin du match. Donc voilà le classement actuel après une journée, Joël et moi-même avec 9 points. Et Vincent, Franck, Kylian qui ferme la marche avec 8 points. Donc on reverra déjà la prochaine compo mardi matin, voir un peu si ce classement va changer, et je pense qu'il risque d'avoir des surprises, et les points vont être précieux mardi. Et voilà un peu tout. Écoutez les gars, on va s'arrêter sur ça. On a fait une belle petite émission de débrief. Merci encore à vous. Merci aussi à ceux qui étaient sur le chat avec Mathéo, Bruno, Jean, Thomas, Lucas. Donc c'était cool de voir Val aussi. Et puis écoutez, on se retrouve du coup, c'est mardi qu'on joue, donc mercredi à 20h. Comme ça, on fera le petit débrief du match de Pokal, le deuxième épisode du débrief du Bayer Leverkusen, en espérant que, comme d'hab, ce soit positif. Et attention, il y a président et vice-président qui seront au match. Aïe, aïe. Et oui, c'est vrai, pardon, j'allais oublier. Il y a Franck et Joël sur place. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont au match mardi à Dortmund, écoutez, n'hésitez pas à nous le dire. Vous aurez peut-être l'occasion de les croiser dans les alentours du stade, autour d'un coca ou d'une bière. Voilà, les restas. Les Patrick Berger, maintenant, on va se promener, ils vont te prendre en photo. Ouais. donc voilà. Les gars, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Puis, petit mot de la fin, comme on dit toujours en Allemagne. Tschüss. Tschüss.